Bonjour Aline, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Merci en tout cas de m'octroyer ce temps. Comment tu vas? Écoute, bonjour Sandra d'abord, merci beaucoup pour cette invitation, ça me fait très plaisir et écoute, je vais très bien. Ah, top, top, top. Mais écoute, je ne sais pas si tu as déjà un petit peu écouté les épisodes du podcast, mais je pose un peu toujours les mêmes questions, en tout cas au début. Et la première question que j'aime poser à mes invités, c'est tout simplement, quelqu'un qui te découvre, Aline, comment est-ce que tu te présentes en général? Quelqu'un qui me découvre alors, bon, c'est un petit peu c'est toujours un petit peu difficile de parler de soi et de Ouais. comprendre en fait, alors puisque j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi, je suis en capacité maintenant de comprendre effectivement ce que les gens aiment chez moi et ce qu'ils voient chez moi. Je crois que je suis quelqu'un qui suis très ouverte d'esprit, Mhm. bienveillante, très accueillante avec l'autre. J'ai de la chance de ne pas avoir beaucoup de jugements de valeur, ou en tout cas quand j'en ai, je les remets très très vite en question. Et je suis passionnée par la création du lien, et c'est ce qui me passionne, c'est de découvrir les gens, un petit peu comme tu le fais aujourd'hui. Ouais, c'est ça. OK et d'ailleurs, c'est sûrement ça qui nous, qui nous unit donc aujourd'hui pour cette interview, super. J'aime bien proposer enfin, tu me connais un petit peu, on se connaît un petit peu. J'aime bien jouer. Du coup, j'ai envie de te proposer un jeu d'entrée qui est de, là, tu viens de me dire, en quelques mots, comment tu te définis et j'ai envie de te proposer ce qu'on appelle, j'ai découvert il y a pas longtemps, un portrait chinois. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais j'ai envie de te proposer de te dire: «OK, si pendant un bref instant, tu n'étais plus Aline, tu n'es plus un être humain, Mhm. tu es quelque chose d'autre, un végétal, un minéral, une chanson, un élément, j'en sais rien, quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu serais et pourquoi?» Alors je crois que je serais un oiseau. Ah ah. Alors, un rapace, mais un rapace gentil, avec un joli bec et sans vraiment les serres, mais un oiseau avec de belles envergures. Et d'ailleurs, c'est le symbole de mon logo, de mon entreprise, parce Mmh. que j'aime particulièrement ce qu'on appelle la métaposition, c'est-à-dire voir les choses vues d'en haut. C'est important. À la fois c'est extraordinaire parce que ça permet de planer et que ça va toujours faire rêver en fait, de voir des oiseaux comme ça avec les grandes ailes ouvertes en train Mmh. de glisser l'aile sous le vent et voilà, et comme s'ils faisaient du surplace mais tout en avançant, et ça doit être enivrant. Et puis de voir la vie de tout en haut. Voilà, ça m'a toujours fascinée. Et donc c'est quoi plus particulièrement qui te justement parce que il y a plusieurs éléments, mais tu disais, il y a vraiment ce truc de pouvoir, planer quelque part. Est-ce que c'est, le fait de tu sais, dans la métaposition, il y a vraiment cette notion de pouvoir avoir un recul suffisant pour analyser, sous différents angles une même situation? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment le côté enivrant de l'envergure, de se laisser porter par le vent ou, ça se situe où exactement pour toi? J'aimerais bien Je crois que c'est un petit peu les 2. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'être un oiseau, tu peux regarder les choses vues d'en bas, parce que tu peux te poser, et tu peux effectivement les regarder vues d'en haut, ce qui te donne la possibilité effectivement, de voir les choses sous différents angles. Mais c'est aussi, d'avoir, le vent dans le visage, vraiment, et puis d'être enivré et de retrouver exactement les mêmes sensations que quand je fais du ski, par exemple, qui est une de mes qui est une de mes passions, parce que je suis née en montagne. Voilà, d'avoir cette sensation, d'avoir le vent dans les cheveux et de se sentir complètement vivant. Voilà, c'est ça ouais, qui c'est ça. est. OK, OK. OK, je vois bien. Merci déjà pour, du coup, c'est vrai, c'est ça, je sens déjà le vent, tu vois? Là, tu m'as vendu du vent. Je pense que pour ceux qui nous écouteront aussi, cette sensation-là, un peu comme bon, moi, c'est pas le ski, mais j'ai un peu l'impression, c'est comme à bicyclette quand tu fais une grosse Mmh. descente et que tu as un peu cette excitation ou ouais, c'est ça, de se sentir, vivant. L'adrénaline Exactement, aussi un petit peu. Mmh. exactement, cette adrénaline, d'avoir le cœur qui bat, d'avoir la vitesse, de perdre un petit peu, presque à la limite de la perte du contrôle. Voilà, C'est ça. c'est ça qui est enivrant. OK, cool. OK, OK. Et écoute, le propos du podcast justement, c'est aussi de permettre aux personnes de peut-être lâcher un peu le contrôle à un moment donné et parce qu'il y a toujours des événements qui nous arrivent et du coup, ça, on peut pas le contrôler et le propos justement, c'est de parler de résilience et de divergence et donc hem, j'aimerais bien que tu nous racontes ton histoire, ton parcours d'évolution personnelle. Tu commences ton histoire où tu veux, tu en racontes ce que tu veux, tu le termines où tu veux et on a le temps. OK.
En fait, moi, je suis née dans une famille, avec qui avait de l'argent, aisée, avec une enfance qui était, je crois heureuse. Je crois bien des parents qui ont fait tout pour Mmh. qu'on soit bien. Mais avec un cadre qui était quand même assez, serré, en fait, dont je me souviens que c'était assez serré. Et Mmh. j'ai essayé de me rebeller pendant l'adolescence et très vite, voilà, on m'a ramenée dans ce qui était, ce que je pensais qu'on attendait de moi. Et en fait, ça a vraiment guidé la première partie de ma vie. C'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de correspondre à ce qu'on attendait de moi, le mieux Mmh. possible, et dans tous les domaines de ma vie. Alors, il y avait une grosse culture travail chez moi parce que mes parents étaient entrepreneurs tous les 2. Mmh Heu mh. et donc ça a été très important. Je me suis vraiment beaucoup investie professionnellement. J'ai été me mettre, non pas en danger, mais dans des situations assez, challengeantes, Mmh. heu, dans le sens où, bah, j'ai rejoint un gros groupe industriel, où je suis rentrée, la première femme, heu, en en tant que commerciale dans ce rôle-là, donc très, très investie, très engagée. Ouais. Et en Mmh mh. fait, ce travail a été un pivot de ma vie pendant très longtemps. Et donc à chaque fois de dire: «Je dois correspondre à ce que je pense qu'on attend de moi». Voilà, c'était ça. Et en Ouais. fait, cette situation, le «je dois correspondre à ce que je pense qu'on attend de moi», c'est ce qui m'a fait voler en éclats, en fait, 20 ans plus tard, enfin, à un peu plus de 40 ans, où, j'ai vraiment essayé d'être, une bonne mère pour mes enfants. J'ai vraiment essayé d'être l'épouse que me mon mari voulait que je sois. J'ai essayé d'être la fille que mes parents voulaient que je sois. J'ai essayé d'être la collaboratrice que mon patron voulait que je sois et j'ai essayé d'être, l'amie que mes amis voulaient que je sois, et cetera. Et Mmh. à un moment donné, bah, je me suis rendu compte que je j'arrivais plus à correspondre à tout ça, en fait. Je savais plus rien. Et D'accord. à côté de l'école, il y avait un psy dont le pap en fait, le psy était papa d'un des enfants, dans la même classe que mes enfants. J'étais allée le voir et je lui expose ce problème. Je lui dis: «Écoutez, j'essaie de faire du mieux possible et pourtant je suis en train d'exploser». Et il m'a posé la question, il m'a dit: «Mais vous, vous avez envie d'être qui?» Et à ce Mmh. moment-là, en fait, je me suis mis à pleurer et je crois que j'ai arrêté de pleurer, 3 jours plus tard. Parce que ça m'était jamais venu à l'idée que, bah, je pouvais, choisir, décider ce que j'étais, qui j'étais. Et Mmh. ça a été une part très, très importante de ma vie parce que, à ce moment-là, en l'espace de 3 mois, en fait, j'ai complètement, pété les plombs, comme on peut dire. C'est-à-dire que, j'ai plus pu retourner à mon travail en me disant: «Ça a plus de sens, je peux plus. Je C'est peux ça. plus faire Mmh. comme si, je peux plus essayer de correspondre à ce qu'on attend de moi». Donc j'ai quitté mon travail, j'habitais en région parisienne. Mon mari est originaire de Marseille et me dit: «Bon écoute, puisque ça va pas, on va redescendre à Marseille». Donc j'ai quitté tout mon cercle social, à Marseille. Donc l'entreprise, dans laquelle je travaillais depuis 20 ans quand même. Donc j'avais vraiment la prétention, bah, de faire partie des piliers de cette boîte. C'est ça. Mmh. Voilà. Et je suis arrivée à Marseille et le jour où je suis arrivée à Marseille, je me suis rendu compte qu'avec mon mari, on avait avancé de manière complètement différente. Et donc, le jour où on emménageait ensemble, bah, on a décidé de se séparer. C'est-à-dire qu'en 3 mois, les 3 grands piliers de ma vie, c'est-à-dire mon travail qui avait été un immense pivot, mon cercle social avec mes amis qui sont d'une importance capitale pour moi et mon mariage, tout ça, ça a disparu. Tout ça, ça a volé en éclats. Du coup, ça a été, en fait, c'était la première fois que j'avais l'impression qu'il m'arrivait quelque chose, d'aventureux. Et c'est la première fois où je me suis dit: «À la fois, je me sens très libre, à la Mmh. fois, il est en train de m'arriver quelque chose» et je crois que ça fait des années que j'avais envie qu'il m'arrive quelque chose et de sortir enfin de mon petit train-train quotidien, de ma petite vie quotidienne. Et là, je me suis dit: «Ma chérie, il faut plus te mentir. Là, faut y aller. Là, tu es en train de quitter une partie de ta vie qui te correspondait plus. Si tu veux être heureuse plus tard, il va falloir, jouer franc jeu avec tout. Donc va falloir être totalement honnête avec toi-même». Et du coup, Mmh. à partir de ce moment-là, bah, j'ai tout lâché. Ce qui a été extrêmement éprouvant parce que moi qui avait toujours essayé de correspondre à ce que je pensais qu'on attendait de moi, tout d'un coup, il fallait que je réapprenne, qui j'étais, ce que j'aimais, ce qui était Ouais. profondément important pour moi. Et donc je l'ai fait à la fois avec une délectation d'une petite fille qui apprend la vie et à la fois avec une peur au ventre, mais de dingue parce que être face à toute cette liberté, toute cette façon de penser, je me suis dit: «Mais je vais me noyer dans tout ça, enfin, je vais me perdre dans tout ça». Mmh. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Je vais me donner 2 intentions dans ma vie». 2 intentions qui sont importantes. C'est que d'une part, j'ai vécu endormie pendant, 40 ans. Alors, je me suis construite effectivement, mais j'ai vraiment eu l'impression de vivre une vie fade,
et ennuyeuse. Donc, je veux être profondément heureuse et je veux me sentir intensément vivante. Et c'est vraiment les 2 piliers qui guident ma vie, bon, depuis maintenant, 4 ans, où à chaque fois je me dis: «Je veux être heureuse, et pouvoir me dire que je suis sincèrement heureuse et je veux me sentir vivante». Et quand tu me posais la question en fait, de l'animal totem, enfin que je te disais, c'est-à-dire d'avoir le vent dans les cheveux et de sentir cette vie qui est là, c'est devenu, incroyablement important. Voilà. Mmh. Voilà, donc je fais ça et en fait, je pense en fait, j'ai un garde-fou pour ne pas, partir complètement dans tous les sens, c'est que j'ai 2 enfants. Mmh. C'est que j'ai 2 enfants qui effectivement me tiennent, dans la réalité parce que sinon je pense je pense que j'aurais fait, 1000 et une aventures, incroyables et que là, bah, je suis obligée de tempérer entre effectivement, ce rêve, ces envies d'aventure et cette réalité, d'amener des enfants à la fois s'insérer dans la société et à la fois, être heureux bien dans leur peau, Mmh. et s'épanouir eux-mêmes. Et du coup, quand tu dis, tempérer, enfin, quelque part, j'entends qu'il y a cette notion, où tu dis qui te ramène à la réalité, mais c'est tu envie j'entends qu'il y a quand même, cette, ou tu me corriges, hein, si jamais je fais une projection, mais il y a cette notion de tu as envie d'être quelque part avec en posant tes 2 intentions d'être heureuse et intensément vivante, de transmettre ça, du coup, à tes enfants quand tu dis que Ouais. ça te permet de t'ancrer dans la réalité, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai des parents et des beaux-parents qui sont très, eux, ancrés dans la réalité, donc avec la construction qu'ils ont eue de leur génération, hein, de la Mmh. notion de sécurité qui est très importante pour eux et donc qui jouent ce rôle de la sécurité vis-à-vis de mes enfants et je leur en suis extrêmement reconnaissante. Et moi qui, essaye de jouer le rôle plutôt de, écoute-toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu Mmh. as envie de vivre? Quelles autorisations tu peux donner? Voilà, ou je leur apprends, moi, ils sont petits, hein, donc je dois jongler encore avec cette sécurité parce que le dernier a 8 ans et que voilà, en plus, ils ont vécu quand même une maman, déjà un divorce, ils ont vécu un déménagement, puis une maman qui était à un moment donné pas bien dans leur peau et ça a été assez Mmh. éprouvant pour eux. Mais de leur dire, en fait, quoi que tu fasses, tes choix sont jamais figés, en fait. Mmh. Tu toujours le choix et tu as toujours la liberté de choisir. Et c'est ça que je cherche vraiment à leur donner, en leur disant: «Tu jamais enfermé dans une case. À n'importe quel moment, tu peux ouvrir la porte et t'envoler». C'est ça. OK. Et c'est intéressant le mot du coup que tu choisis pour te tu peux ouvrir la cage, pas Ouais. la case, la cage pour t'envoler, j'avoue. OK. Donc en fait, j'entends qu'il y a comme, dans ce que tu nous racontes, c'est qu'il y a comme un avant-après, de ce moment où où ce psy te pose cette question que je trouve, hyper, intéressante aussi, c'est, «Mince, tu veux être qui?» Qui tu décides d'être et ça m'interpelle parce que du coup, finalement, j'entends que la première partie de ta vie, en gros, tu te poses pas cette question, tu te demandes plus qui je dois être pour Mmh. plaire à, bah, tu parlais de tous tes critères, hein, travail, les 3 critères, c'était au niveau de mon employeur, de mon patron, au niveau de ma relation de couple, au niveau de ma relation, j'imagine aussi avec les enfants, non? Le rôle de la maman parfaite, Ouais. ça aussi, ça vient sûrement dans l'équation, mais donc de cocher toutes les cases et puis de te rendre compte qu'en fait, tu sais même plus qui tu es. Que tu Ouais, as c'est ça, c'est une énorme culture, enfin moi j'ai une énorme culture j'avais une énorme culture, bon, de la «perfection» entre guillemets, en sachant que la culture de la perfection, c'est de courir derrière quelque chose qui n'existe pas, mais en tout cas, c'était la volonté de s'en approcher et d'être le mieux voilà. possible. Mais en Mmh. fait, la réalité, c'est quand on est dans cette culture-là, on n'est pas vivant. On n'est pas Mmh. vivant. On essaye de correspondre on essaie de correspondre à ce qu'on pense que l'autre veut, parce qu'en plus, enfin, je veux dire, c'est compliqué de savoir exactement ce qu'il veut. C'est ça. Mais du coup, Mmh. la vérité, c'est que tu es toujours en train de t'adapter, pour correspondre à et en fait, ce que tu cherches dans l'absolu, c'est l'amour de l'autre. Ce que tu Mmh. cherches, c'est à être aimé, et donc à correspondre à ce que tu penses qu'il faut que tu sois pour qu'il t'aime. C'est C'est ça. ça. Mmh. Et en faisant, en ouvrant ma porte, enfin, en ouvrant la porte de ma cage, c'est-à-dire de me dire: «Bon, maintenant, la seule personne à qui je cherche à plaire, c'est à moi». Mmh. Heu, c'est important et ça veut dire que c'est oser être soi-même, en sachant enfin, le changement du regard de l'autre.
Mmh. Et en me disant, comme le regard de l'autre avait toujours été tellement important, tellement fondateur pour moi, de me dire: «Est-ce que je serais assez forte et courageuse pour, affronter le regard désapprobateur de l'autre?» Mmh. Et la vraie liberté, c'est ça, c'est-à-dire c'est vraiment de se dire: «Est-ce que je peux être moi-même?» heu et que, bah, l'autre puisse ne pas être d'accord et pourtant être bien et se dire: «C'est OK, il a le droit de penser ça. Mais moi, je sais qui je suis et je sais en quoi c'est important pour moi». C'est ça. Ouais, ouais. Et tu parlais de cette notion de savoir s'écouter finalement, c'est ça? C'est de pouvoir te dire: «Bah, je me suis tellement bien écoutée ou que tu es en capacité de vraiment bien te définir toi, non pas à travers les autres, mais de toi à toi», que du coup, c'est ça qui te permet de même si l'autre a le regard, désapprobateur, de savoir que tu es du coup aimable et aimé, peu Oui, alors importe. Mmh. oui, alors au début, en fait, ce sur quoi j'ai fait front, c'est effectivement le regard désapprobateur des autres, hein, vraiment désapprobateur ou inquiet. Enfin, je veux dire avec des parents qui Oui. étaient très, très Mmh. inquiets, avec mes sœurs voilà, qui ont été très inquiets, mais tout le temps aimants, et tout le temps, te prévenant en disant: «Attention là, ce que tu es en train de faire, tu es mère de 2 enfants quand même». Il y avait toujours que tu peux pas faire n'importe quoi. Mes amis très inquiets, oui, des collègues de travail qui ont complètement désapprouvé, mais bon ça c'était OK et puis finalement ça dit rien de toi, ça dit juste de la vie et du regard de chacun. Par contre, Ouais. ce qui est arrivé, très rapidement derrière, déjà, j'ai été super soutenue. Enfin, je veux dire, j'ai des parents extraordinaires qui sont très soutenants. J'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis parce que c'est vraiment, une valeur importante pour moi, qui ont été, extra soutenantes. Enfin, mes amis, m'ont appelée, enfin, je veux dire tous les 15 jours pour me dire, «Dis-nous juste comment tu vas, quoi. Voilà, on est là, on sera toujours là» et qui sont toujours là aujourd'hui, hein, toujours près de moi. Mmh. Heu et en fait, le regard a peu à peu changé, vraiment. C'est-à-dire que c'est passé de l'inquiétude à finalement une forme d'admiration au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent: «Mais jamais j'aurais eu le courage de faire ce que tu as fait et aujourd'hui quand je vois où tu en es, je» et pourtant c'est pas tous les jours facile, hein, je veux dire, voilà, la liberté a un prix comme tout, enfin, la liberté, enfin, c'est-à-dire la vie que j'ai choisie et qui, moi, me permet de me sentir libre à un prix et que ce prix, des fois, il est un petit peu lourd à payer. Mais voilà, j'ai de plus en plus de gens qui me disent: «J'aurais pas fait ce que tu fais». Puis naturellement, tu t'éloignes de certaines personnes pour qui c'est trop difficile et pour qui, voilà, c'est pas admissible ce que tu as fait. Mais par contre, j'ai plein d'autres personnes qui rentrent dans ma vie Super. et moi, ce que ça m'a apporté, c'est une immense ouverture d'esprit et puis, je pense que j'étais, avant très jugeante parce qu'effectivement, parce que comme j'essayais de correspondre à, un critère bien défini, Super. Mmh. forcément tous les gens qui étaient pas dans ce critère-là, voilà, je les condamnais un peu. Donc aujourd'hui, ça m'a permis de pas juger et je dirais de beaucoup moins juger parce que je trouve que c'est très difficile de ne pas juger, Mmh. de beaucoup moins juger ou en tout cas quand je juge, de très rapidement me dire, «Ouais, marche dans ces chaussures, pendant 2 jours puis après tu pourras peut-être tu pourras peut-être, donner ton avis». Voilà. Excellent. Ouais, excellent parce que c'est une question, tu vois, que je pose juste après, en général, de dire, bah, justement, au vu de tout ce que tu as vécu, traversé, mais quels seraient les apprentissages de sagesse, justement, que tu aurais envie de passer? Et j'entends qu'en fait, dans ton parcours à toi, dans ton histoire à toi, il y a cette notion de, ben, là où avant, quelque part, dans une vie, bien rangée, dans les cases, pour faire plaisir à l'autre, avec beaucoup de jeux de doigts, il y avait aussi beaucoup de jugement. Autant finalement vis-à-vis de toi que vis-à-vis des autres, de cette recherche, tu disais, de perfection, de cette culture de la perfection. Et puis qu'en fait, à un moment, il y a un pivot qui s'opère et et qu'à ce moment-là, en fait, ça te permet d'être beaucoup plus dans l'ouverture et la flexibilité et donc moi, en tout cas, je vois ça comme apprentissage, de me dire: «Ah bah, tiens, c'est intéressant de voir qu'arrive un moment donné, il y a comme quelque chose qui apparaît à un moment donné, comme pour te dire: "Là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à changer"» et tu opères ce changement. Alors évidemment pas, comme tu disais, ça demande pas mal de tu disais d'inconfort et puis de courage, tu étais perdu, puis il y a de l'inquiétude autour de toi et tu dois gérer la tienne, celle des autres. Donc comment t voilà, quels sont les apprentissages que toi tu retiens de cette période-là et maintenant avec le recul, tu te dis: «Bah, en fait, ça a été une 2 3 grandes leçons que j'en retire»?
Ouais, alors déjà, bah, le regard que je pose dessus, c'est que ces 20 années, précédentes, enfin, bon, je parle de 20 ans, de quand j'avais 20 ans à 40 ans. Déjà, Mmh. c'était pas des années perdues, c'était des années de construction et aujourd'hui, je me rends compte à quel point, aujourd'hui, moi, je reconnais que j'ai une grosse culture d'excellence et que, bah, cette vie que j'ai eue m'a apporté cette culture d'excellence aujourd'hui où je suis considérée comme quelqu'un de très professionnel, très carré, où, j'inspire confiance, où, les gens me disent souvent, te t'inspires la force tranquille, et c'est ça qui m'a construite. Mmh. Et je pense que ce que j'en ai retenu vraiment, c'est que, la richesse, la vraie richesse n'est pas celle que je croyais, en fait. Et la Mmh. vraie richesse de chacun, n'est pas la richesse que je veux dire que la société veut bien nous faire croire. Et toi qui aimes par exemple beaucoup le Petit Prince, voilà, on le voit bien qu'avec le cœur et je pense que c'est ça qui m'a pris. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que ma richesse, c'était la création du lien que j'avais avec l'autre. Et que Mmh. la création du lien, elle est fondamentale pour moi. J'aime énormément échanger avec les gens et je suis entourée et riche, mais riche de relations extraordinairement profondes, extraordinairement, comment dire, chaleureuse, aimante, compréhensive, bienveillante, avec beaucoup de monde, hein, des hommes, des femmes, des jeunes, des beaucoup moins jeunes. Euh, et ça, c'est ma vraie richesse, c'est le lien que j'ai avec mes enfants. C'est Mmh. très bien et que finalement tous les codes de la société parce que ma vérité c'était ça, c'est que j'avais tous les codes de la société pour être heureuse. J'avais de l'argent, j'avais une très belle maison, j'avais une grosse voiture, j'avais un travail que beaucoup m'enviaient, j'avais, je sais pas, j'avais des parents, j'avais, un mari, j'avais, Mmh. voilà, des enfants en bonne santé. Enfin, je veux dire, j'avais tous les codes de la société et je me rappelle que quand j'allais pas bien, il y avait des gens qui me disaient: «Mais regarde autour de toi, tu as tout, tu as tout». Oui, j'ai tout, mais sauf que je suis malheureuse comme une pierre et que, bah, finalement, il est nécessaire d'aller s'introspecter et de regarder à l'intérieur, ce qui est vrai, ce qui nous rend vraiment riches Mmh. et et finalement, on arrive à enfin, ce qui nous nourrit vraiment, c'est pas les codes de la société, c'est pas d'avoir une belle voiture, C'est ça. heu, ouais, des fringues, plein tes placards et puis, je sais pas, d'aller manger au restaurant, 3 fois par semaine, et partir, en voyage au Club Med. Voilà, Mmh. c'est pas ça la vérité. Voilà, je C'est pense que ça, c'est cette notion oui, c'est ça, c'est super intéressant, c'est cette notion de finalement, qu'est-ce que tu mets derrière richesse et ça me fait penser aussi à cette notion de réussite finalement. Comment est-ce que tu définis ta réussite personnelle ou comment tu définis ta propre richesse? Et est-ce que tu le voilà, est-ce que c'est, à travers quelque chose d'extérieur finalement? Heu et tu parlais d'avoir, hein, tu vois? Tu avais la maison, tu avais le job parfait, tu avais la maison, la voiture et tu vois? J'ai l'impression que c'est beaucoup d'avoir et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où tu bugs, enfin, au moment où ce psy te pose cette question, en fait, il te fait shifter de j'imagine qu'il y avait aussi beaucoup de faire, entre les 2, mais finalement, parce que tu dois faire beaucoup pour, avoir ce qu'on te dit tout d'avoir. correspond à ce que C'est l'autre ça, fait. exactement et c'est au moment où, en fait, tu opères ce changement, c'est ça que je trouve hyper intéressant. Donc dans l'apprentissage, c'est ce changement entre avoir et être. Donc d'arriver aujourd'hui à dire: «Ben, en fait, je suis aujourd'hui mes critères et mes intentions», enfin, ça m'a marqué, c'est mon intention, c'est d'être heureuse Mmh, et d'être intensément vivante. C'est mmh. pas, d'avoir le bonheur ou, d'avoir, tu vois? C'est plus la même dynamique, en tout cas, c'est ce que j'entends dans les mots que tu utilises, donc Ouais, mais c'est par vraiment rapport à ça. En fait, je veux dire, ma richesse aujourd'hui, ouais. en fait, je crois que la plus grande richesse, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être qui je suis, sans Mmh. avoir besoin d'essayer de faire croire que je suis quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une fois que ça, c'est acquis, mais d'une part, tu poses un poids, mais qui est colossal. Et quand je te parle de l'oiseau, et d'ailleurs, enfin, ma société s'appelle Envergure Coaching, et mon slogan, c'est déployer vos ailes. Et parce que je pense qu'au moment où je l'ai fait, je l'ai créé, c'était ce besoin que j'avais. Voilà, et te sentir dans les airs, te sentir léger. Et en fait, tu as pas besoin de tricher. Tu pas besoin de tricher. Et c'est d'ailleurs enfin, la base de mon métier, c'est-à-dire tu peux pas être bien avec l'autre si tu es pas bien avec toi-même. Mmh. Mmh. Donc, de dire, ok, voilà qui je suis avec dans toute ma complexité, ça te permet en fait d'accueillir l'autre qui il est dans toute sa complexité. Et
et c'est extraordinaire de pouvoir, moi, me dire aujourd'hui, mais dans ma simplicité, dans ce que je suis, je me trouve magnifique et de regarder l'autre en disant: «Mais je n'ai pas besoin de tous les artifices que tu mets autour. Moi, ce que Mmh. je cherche, c'est qui tu es dans toute ta simplicité pour, que tu vois à quel point tu es magnifique». Ouais, Voilà. c'est ça. Oui, Mmh. excellent. Et du coup, qu'est-ce qui t'anime au jour d'aujourd'hui dans ce que tu fais, de ce que tu es? Donc parce que j'entends que tu as une voilà, envergure coaching, comme tu disais, donc là, c'est ce que tu fais. Et qu'est-ce qui t'anime, profondément dans au jour d'aujourd'hui, à travers ta quête personnelle? Ce qui m'anime, heu, alors ce qui m'anime, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a vraiment, de chaque petit moment et des moments, chaque moment, il y a aucun moment de perdu. C'est-à-dire chaque moment, même quand c'est un moment donné où finalement tu fais un arrêt sur image et tu regardes le ciel, c'est des moments qui me nourrissent. C'est-à-dire que c'est Mmh. très moi je fais très attention à me dire: «Mais voilà, de quoi je me suis nourrie ou qu'est-ce qui me nourrit aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi?» Après c'est vrai que les 3 fondements de ma vie, moi, c'est, les relations entre les personnes, voilà, c'est faire en sorte que, il y ait une fluidité dans les relations. Ce sont mes amis, donc voilà, d'avoir, des relations, particulièrement, comment dire? Complices avec l'autre et mes fils. Voilà, c'est vraiment mes 3 grands piliers de vie et Ouais. ça me nourrit beaucoup. Et c'est vrai Mmh. que, bah, voilà, je suis maman et j'ai une très belle relation avec, 2 garçons qui sont absolument, fabuleux. Des amis, j'en ai beaucoup et j'essaie d'être là pour eux. Et par contre, depuis que j'ai fait effectivement, ce changement de vie, ils sont là pour moi et ça, c'est c'est assez récent et c'est extrêmement appréciable. Et Mmh. le relation avec les autres, c'est-à-dire que je rencontre beaucoup de gens qui sont comme j'ai été, c'est-à-dire qui sont enfermés Mmh. dans ce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils soient pour être, appréciés ou validés. Et en fait, de simplement leur donner la possibilité, de dire: «Tiens, ce que je te propose, c'est qu'on ne va pas prendre un marteau pour casser qui tu es, on va prendre un tout petit couteau avec un tout petit marteau et on va taper sur juste deux trois trucs et si on tape au bon endroit, il y a toute une couche qui va La s'enlever, carapace qui va ouais, c'est ça. ouais, Mmh. et tu vas voir que ce qui va apparaître, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Donc voilà, c'est aux pers d'être d'accompagner les personnes à être vraiment qui elles sont, Mmh. heu, comme elles sont et que c'est super. Mmh. Et voilà, et j'ai pris la décision de travailler surtout dans le monde du travail, de le faire surtout dans le monde professionnel, parce que quand j'ai quitté mon travail, j'ai trouvé que le monde professionnel était d'une violence, extraordinaire, où nous portons tous des masques, voilà, où nous essayons tous de nous travestir et ce qui me faisait, ce qui me surprenait beaucoup, c'est que, les gens avaient 2 facettes. Souvent, les gens avaient 2 facettes différentes. Qui je suis au travail, qui je suis dans la vie, personnelle, et c'est vrai que moi j'ai toujours eu du mal, hein, je suis toujours assez entière et et en fait, j'étais dans une société qui était plutôt bienveillante, hein, qui avait un QVT, avec qui, franchement une belle société, dans lequel, pendant des années, j'ai été heureuse et je me sentais bien. Mais j'étais toujours confrontée à cette petite violence ordinaire et surtout quand j'allais chez mes clients, j'étais confrontée à une violence, mais incroyable, que je ne comprenais pas, quoi. C'est-à-dire que, voilà ce qu'il faut que tu sois et si tu l'es pas, tu es condamné, tu ne peux pas rentrer et cetera, et ça m'est arrivé de vivre des trucs d'une violence, mais enfin, je veux dire, où on disait clairement aux gens: «Ce que tu es, ça ne convient pas». Voilà, Mmh. et je trouve que c'est horrible de pouvoir dire ça à quelqu'un. Soit tu rentres dans le moule, soit, tu es exclu, en fait. C'est ça. Et Mmh. donc je le fais dans le monde du travail. Alors j'ai d'abord commencé à travailler avec des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire, hem, une véritable souffrance professionnelle, enfin, parce que moi ça a commencé aussi par là. C'est-à-dire soit des gens qui étaient très en insatisfaction dans leur poste, soit des gens qui allaient droit vers le burn-out, soit des Mmh. gens qui avaient fait un burn-out et qui, voilà, voulaient se réinsérer dans la vie, professionnelle. Et je les ai accompagnés au démarrage et avec des très bons résultats. Les gens étaient, ravis de l'accompagnement et ils ont tous, réussi à retrouver, comment dire? Une vie professionnelle qui était riche, qui était importante pour eux. Mais en fait, j'ai eu une énorme frustration au bout, c'est que je me suis rendu compte que je changeais la vie de ces personnes, enfin j'accompagnais ces personnes à changer de vie, pour être tout à fait honnête, Mmh. et que c'était bien, mais en fait j'intervenais qu'à un tout petit niveau et que je ne changeais pas la violence dans le monde du travail. Parce que toutes ces personnes ont décidé de changer leur entreprise et donc la violence, elle restait là où elle était.
Mmh. Et ensuite, j'ai accompagné des chefs d'entreprise en me disant: «Bon, tiens, moi, je viens d'une famille de dirigeants. Mon papa était dirigeant d'une entreprise, mes 2 grands-pères aussi». Enfin, je veux dire, j'ai baigné dans ce bain entrepreneurial et en fait, je me suis rendu compte que de ce côté-là aussi, il y avait une énorme violence, il y avait une souffrance, il y avait un isolement qui était quand même très dur, il y avait Mmh. voilà, il y avait beaucoup de choses et j'ai commencé à travailler effectivement là-dessus où la même chose, j'ai accompagné des gens qui étaient très contents de pouvoir, poser tout ce qu'ils avaient à poser, partager ce qu'ils vivaient, pouvoir, comment dire? Prendre le temps de bien maturer chacune des décisions avant de les prendre et cetera, et ça, c'était bien et je me suis dit: «Mais en fait, si je veux changer le monde du travail, il faut effectivement que j'ai envie de le passer par le dirigeant», parce que les structures françaises restent des structures très matricielles. Tu as Mmh. un dirigeant en haut et en fait, si le dirigeant, il est bien dans ses baskets, tu as toute une structure qui est super bien dans ses baskets et donc c'est là où j'en suis aujourd'hui. Alors c'est-à-dire que chez moi, je me définis pas aujourd'hui parce que je suis en mouvement permanent, heu, mais aujourd'hui, c'est ce que j'aime faire, c'est accompagner un dirigeant à être bien pour mettre en place une équipe qui a du plaisir à travailler avec lui et faire du monde du travail un monde qui soit à la fois, bah, un monde de performance parce que malgré tout, nous sommes ancrés dans la réalité et voilà, le but de l'entreprise, c'est quand même de se développer, mais de faire aussi des lieux où on est bien. Et d'ailleurs, l'un et l'autre sont complètement reliés. Aujourd'hui, toutes les études nous montrent qu'un un collaborateur qui est bien dans son entreprise, c'est un collaborateur qui reste déjà dans son entreprise. Et puis, bah, c'est une entreprise qui fait de la performance, du profit. Mmh mh. Mmh. Oui, il y a cette notion, d'ailleurs de bien-être, du collaborateur qui va enfin, il y avait cette dynamique, on a tendance à se dire: «OK, le succès, c'est happiness leads to success», plutôt que l'inverse. Que Oui, bien sûr. if success leads to happiness, bah, non, en fait, c'est l'inverse. L'équation, c'est vraiment de dire: «OK, bah, en fait, si tu te sens bien dans tes baskets, tu as envie de en tant qu'employé ou salarié ou même manager, enfin peu importe, en fait, quand tu es bien dans tes baskets, tu as envie de donner plus que ce qu'on te demande, en fait. Oui, oui, alors que ce soit une entreprise ou une organisation ou Ouais, n'importe c'est quoi. ça, ouais. Mmh. Tu as envie de faire plus que finalement ce qui est, défini dans le tu vois, le fameux job description dans ce qui est écrit, de ce que tu Cahier dois des faire. Voilà, le cahier des charges, charges. ouais, excuse. Ouais, ouais, non, mais parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, ce dont on s'aperçoit et moi je l'ai vécu, c'est-à-dire que dans un job, tu dois à la fois contribuer, c'est-à-dire que tu as des tâches à faire, voilà, très clairement, un Sur cahier des LinkedIn, charges, ouais, c'est ça. et Mmh. cetera. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que, finalement, la personne qui, finalement n'est pas forcément un super producteur, mais qui fait énormément pour l'esprit d'équipe, pour la cohésion de l'équipe, en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement, Précieux, enrichissant. ouais, c'est ça. Et Mmh. je crois que j'avais joué moi ce rôle dans l'équipe où j'étais auparavant. C'est-à-dire que bon, j'aimais plus mon métier, parce que je passais mes journées à remplir des matrices Excel et que je déteste ça concrètement. Mmh. Mais par contre, faire en sorte que, tout le monde soit bien dans le service, c'était hyper important pour moi. Voilà Mmh. et du coup, c'est vrai que, bon, c'est le retour que m'en a fait mon patron quand on est parti, en disant que oui, bon d'accord, les matrices Excel, c'était pas mon domaine d'excellence, mais que par contre, effectivement, pour que tout le monde soit bien dans l'équipe, c'était très bien et aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, quand je fais des études d'analyse sur qu'est-ce qui fait qu'une équipe, travaille bien ensemble, heu, ben, on est sur la cohésion d'équipe. C'est-à-dire que, à partir du moment où la communication, elle est, fluide dans l'équipe, elle est agréable, on se dit les choses, déjà on peut se le dire, chacun peut prendre la parole, peut se le dire, et que ça marche, tranquillement. En fait, on est directement orienté sur le boulot. Alors que, voilà, quand on a des soucis de communication dans une équipe, on cherche d'abord à résoudre ces problèmes de communication à la machine à café, en ruminant, en allant s'expliquer avec machin, avec truc, et cetera et que le boulot, il passe, loin derrière. C'est ça. Ah ouais. Ah ouais, non, tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est justement donc d'accompagner les dirigeants d'entreprise pour que justement, au lieu de enfin, j'entends qu'il y a vraiment cette au départ, tu es partie, d'accompagner, on va dire, plus les salariés et cetera, à se sentir mieux en reconversion professionnelle ou en réorientation et cetera et puis que finalement, tu dis: «Mais en fait, c'est le système, qui mériterait voilà, à passer à un autre paradigme» et que c'est là que tu te rediriges vers le dirigeant. Donc je trouve ça hyper intéressant déjà de voir cette prise de conscience, de se dire: «Il y a quand même un petit truc qui voilà, qui est pas tout à fait, qui est ouais, qui est jamais que c'est un peu, tu sais, cette notion en coaching, comme on dit, c'est quoi finalement le cause à effet?
et de ne pas s'attaquer qu'à la conséquence derrière, mais d'aller vraiment à la racine. Donc, j'ai vraiment l'impression que voilà, c'est ce cheminement-là que tu as fait, donc c'est super intéressant. Et, et pour en revenir justement à la divergence, donc cette capacité à voir le champ des possibles, j'aimerais bien, et à la résilience, j'ai l'impression en fait, d'après les différentes histoires que j'ai déjà pu entendre, qu'il y a d'abord cette phase où tu te prends le mur, on va dire ça comme ça. Puis, ben, la phase de résilience où tu te relèves, chacun avec sa stratégie. Et puis ensuite que tu arrives, une fois que tu t'es relevé, à voir le champ des possibles, que la divergence s'ouvre. C'est comme différentes phases. Et j'aimerais bien savoir, toi, Aline, avec le recul, si on fait un pas de côté et qu'on se met en métaposition, justement, avec voilà, tous les aléas de ta vie et ton histoire et ton parcours d'évolution personnelle, quand tu te prends un mur, toi, concrètement, c'est quoi ta stratégie de résilience et qui t'amène à la divergence? C'est quoi qui fait qu'à un moment donné, tu arrives à te relever et à voir le champ des possibles? Je pense qu'au début, les premiers murs que j'ai pris étaient des murs tellement durs, c'était tellement violent, j'étais tellement sonnée que je me disais: Mmh. «Je peux pas aller plus loin, c'est fini» et puis que, ben, voilà, je suis là aujourd'hui, donc je veux dire à chaque fois j'ai réussi à me relever. Hem, que je crois que la vie, elle est une succession effectivement, de moments de confort et de moments d'inconfort et Mmh. que les moments d'inconfort et en ce moment, je c'est marrant parce que c'est une période où finalement j'en ai vécu beaucoup. Ces moments d'inconfort, c'est toujours des moments où je suis sortie, mais grandie incroyablement bien. Ces moments d'inconfort, c'est, bah, là, en ce moment, je discutais justement ce matin avec une cliente qui, elle, était vraiment, en pleine tempête, c'est-à-dire dans un bateau avec une mer déchaînée, des orages au-dessus, voilà, des éclairs partout et cetera et que c'était pas bien et je crois qu'on passe tous par là Mmh. et tenir la barre dans ces moments-là, tenir la barre, ça veut dire aussi lâcher. Ça veut dire, on essaye de faire en fait avec les moyens qu'on connaît habituels et on tient et on tient et on tient et puis à un moment donné, bah non, bah non. Le corps il vous dit: «Non, c'est plus possible, c'est plus possible». Donc en fait, c'est d'apprendre à lâcher et de dire: «OK, bah, je vais aller faire une sieste, je vais aller marcher, je vais fermer les rideaux pendant 2 jours et puis je vais pleurer parce que là, il y a un truc qui m'a fait vachement mal, qui était super dur». Et je crois que la 1re fois que ça m'est arrivé, c'est, quand je me suis séparée, 6 mois après, mon mari est venu m'annoncer qu'il était retombé amoureux, qu'il avait rencontré quelqu'un de voilà, qui Mmh. comptait vraiment pour lui et à ce moment-là, le jour où il me l'a annoncé, mais j'ai ressenti mais un coup de poignard dans mon cœur, mais physiquement, hein, vraiment, j'ai ressenti ce coup de poignard, ça m'a fait mal, mais mal. Alors que Mmh. bon, hein, j'étais OK pour la séparation, c'était pas un souci et je crois que c'est la 1re fois où je me suis donné cette autorisation. Je suis rentrée chez moi, j'ai fermé les volets et j'ai dit: Mmh. «Maintenant, je vais juste vivre cette émotion qui est en train d'arriver» et j'ai pleuré pendant 3 jours et la 1re journée, je pense que j'ai passé 3 boîtes de mouchoirs. C'est-à-dire que j'arrêtais de pleurer pour un mouchoir, c'est de nouveau, il fallait que j'en reprenne un. J'ai pleuré, j'ai pleuré. La 2e journée, j'ai réussi à me dire: «Bon, si tu pleures, c'est que ça a été important pour toi». Bon, bah, oui, voilà et puis la 3e journée, de me dire honnêtement: «Bon, OK, voilà, tu as mal, mais est-ce que tu as envie d'y retourner? Non» et en fait, c'est-à-dire qu'en 3 Mmh. jours, j'avais fait mon deuil. En 3 jours, D'accord. j'avais vraiment fait mon deuil et en fait, je me donne ces autorisations-là ou en tout cas, j'essaye de me les donner parce que très rapidement, voilà, quand tu as une société, ben, il y a aussi des choses que tu dois faire et que même si tu essaies de toujours de te libérer, ben, il y a cette notion d'échéance, de devoir, d'impératif, d'expert comptable, de voilà, de toutes les joies voilà, du créateur d'entreprise qui sont quand même présentes et c'est de se dire: qu'est-ce que je m'autorise à lâcher? Qu'est-ce que je m'autorise à faire que, que je n'aurais jamais fait avant et c'est Mmh. ça et c'est ça et en fait, ça m'a connectée avec quelque chose de beaucoup plus fort que moi, que je ne pensais pas, qui est la vulnérabilité Mmh. et et en fait, la vulnérabilité, moi qui ai une grosse culture d'excellence et qui pendant très longtemps a essayé de correspondre au regard de l'autre, c'est quelque chose que je n'avais pas encore lâché et je l'ai lâché il y a quelques mois et ce que j'ai compris de la vulnérabilité, c'est que c'est quelque chose qui est très touchant chez l'autre, mais inadmissible chez toi. Et Ah, à partir du moment où j'ai réussi à comprendre qu'effectivement, ben, OK, oui, ça si c'est moi ça me touchait chez l'autre, peut-être que quand moi je suis vulnérable, ça me touche chez moi et j'ai vécu une expérience qui était quand même incroyable. J'avais fait partie d'un club d'entrepreneurs et à un moment donné, je l'avais présidé ce club d'entrepreneurs et c'était pendant le confinement et j'étais sortie, épuisée et à un moment donné, j'avais besoin de prendre du recul
Et j'ai pris la décision et je me suis donné l'autorisation de me retirer pendant un moment parce que j'avais besoin de partir. Et le jour où je devais annoncer ça, en fait, voilà, les personnes ont dit, bon voilà, on a la tristesse de vous annoncer qu'Aline a décidé de partir. Et au moment où ils ont dit ça, j'ai senti une montée d'angoisse en ma gorge et je me suis dit, oh putain, tu vas pleurer, surtout pleure pas, pleure pas, pleure pas. Bon, évidemment, quand tu dis pleure pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai fondu en larmes et donc j'ai fondu en larmes devant une quarantaine de chefs d'entreprise dans un Ah, groupe que j'avais présidé, où bah voilà, quand tu présides, es aussi, voilà, tu rentres quand même dans un rôle, mine de rien. ah, Tu guides quelque chose. Et en fait, si au moment où je pleurais, je me disais, mais la honte, c'est horrible. En fait, très vite derrière, je me suis dit, c'est fabuleux d'arriver à réussir à faire ça. C'est fabuleux. Et en fait, le nombre de messages de sympathie que j'ai reçus derrière, c'était extraordinaire. Donc, en fait, ce qui nous rend vulnérables et ce qu'on refuse totalement, finalement, les autres, ça les touche. Comme quand eux, ils sont vulnérables, nous, ça nous touche. mmh. Ouais, c'est super intéressant. Du coup, j'entends qu'en fait, dans ta, manière de si je fais une synthèse, je vois qu'il y a, donc la première phase, en fait, c'est que, bah, tu es dans la tempête, hein, tu disais, tu es vraiment dans la tempête et tu as le nuage, tu as tout qui part un peu à volo et puis il y a un moment où tu es dans la tempête, mais il y a un moment où tu t'autorises, tu dis beaucoup ce mot-là, donc où finalement, tu t'autorises à accueillir ce qui est et donc quand tu disais, là, tu nous donnais l'exemple de fermer les rideaux et de t'autoriser à pleurer pendant 3 jours et tu avais des actions chez Kleenex? Non, je plaisante, je plaisante. Non, non, mais avec le métier que je fais, je crois que je pourrais. C'est ça. Et donc du coup, voilà, c'est de se dire, en fait, tu es passé de: «Je me prends le mur» avec, toute la résistance que tu as mis de avant et puis à un moment, tu lâches la barre. Donc c'est hyper intéressant et tu t'autorises du coup à, voilà, à accueillir les émotions telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent et tu fais ta courbe du deuil, en mode, accéléré parce que comme tout tu lâches tout donc du coup, c'est tu l'as fait bien jusqu'au bout et après, il y a il y a cet apprentissage, j'ai envie ou dans ce que tu disais, c'est que finalement, cette expérience-là de creux de vague et compagnie te permet de toucher cette notion de vulnérabilité et de te rendre compte que ça donne un sens à ce que tu es en train de vivre à ce moment-là et du coup, ben, c'est parce que tu disais au tout début, ouais, quand tu te prends le mur, tu penses que tu vas pas t'en relever, mais tu es là aujourd'hui. Mmh. Donc Ouais, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, de voir au début, quand tu te prends le mur, tu te dis: «Non mais c'est pas possible, je vais pas m'en relever, c'est tellement dur» et cetera et aujourd'hui, ben, avec le recul, tu te dis: «Bah, en fait, tout ça avait une raison d'être» et l'apprentissage en plus, c'est, la vulnérabilité que à cet endroit-là, en fait, tu avais pas, que tu vois et c'est drôle quand tu dis, tu l'as trouvé touchante chez l'autre, mais que c'était pas accepté chez toi. Donc ouais, c'est ça. Mais c'est toujours dans ce jeu de, ouais, c'est ça. qu'est-ce que je veux renvoyer comme image de moi? Je Hein, veux dire, hein. à chaque fois que je me prends le mur et en fait, c'est une claque de la vie parce que c'est que j'essaye de me faire passer pour ce que je ne suis pas. C'est À chaque ça. fois, Mmh. à chaque fois et donc ce qui est fabuleux, c'est que la vie, elle de toute façon, elle te lâche pas et à chaque fois que tu te dis: ça va pas passer», bah si, ça passe et tu apprends quelque chose au passage, tu apprends quelque chose de toi et la vulnérabilité, pour moi, ça a été une notion, très importante parce qu'en fait, c'est un changement de regard, hein. Mmh. L'acceptation de la vulnérabilité, c'est un changement de regard parce que ma vulnérabilité, elle était là avant, sauf que je faisais tout pour que ça ne se voit pas. C'est Je pense ça. que ça se voyait très bien, mais je faisais tout pour que ça ne se voit pas. Aujourd'hui, j'ai compris qu'être vulnérable, ça me rendait déjà, moi j'étais en accord avec moi-même, ça me rendait très sympathique vis-à-vis de l'autre. Et puis c'est le chemin vers l'authenticité, c'est-à-dire vers ce que je suis vraiment. Et la vraie richesse, c'est ça, c'est de passer à ce que je pense qu'il faut que je sois, à ce que je suis. Et c'est magnifique. Ouais, ouais et ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment le cheminement, en tout cas, que je vois que tu nous as partagé aujourd'hui, c'est ça, c'est tu passes de, le «je dois», «il faut» et tous les conditionnements qu'on peut avoir finalement, que ce soit sociétaux, familiaux et cetera, finalement, à t'autoriser, à l'autorisation de la vulnérabilité pour toucher de plus en plus à qui tu es ou à ton authenticité, comme tu disais, finalement, à ton, j'ai envie de dire à ton Dieu intérieur, tu vois? Avec authenticité, vu que la racine, touche à ça et du coup, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et par rapport à notre échange, hem,
qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de leur transmettre? S'il y avait quelque chose en particulier, qu'on ait évoqué ou qu'on n'ait pas évoqué d'ailleurs, hein? C'est vraiment cette idée de se dire: «OK». Et à une personne d'ailleurs, ça me fait penser, une personne qu'on connaît tous les 2 qui quand il est en interview, il dit: «J'efface tout, je te laisse juste une page blanche». Qu'est-ce que tu laisses sur cette page blanche comme message? Qu'est-ce que tu auras En envie fait, je pense de je pense laisser? que je pense que c'est d'arrêter. C'est-à-dire on nous a rabâché les oreilles avec l'intelligence, en fait, avec le quotient intellectuel, c'est-à-dire Mmh. l'intelligence logico-mathématique et c'est de lâcher ça. C'est de lâcher ça et on revient au Petit Prince, mais on ne voit bien qu'avec le cœur, c'est-à-dire, lâche un petit peu ce qu'il faut faire, ce que tu dois faire et va chercher ce que tu ressens, mais vraiment ce que tu ressens et ce que tu désires, le désir étant le moteur le plus puissant qui soit. Mais au fond de toi, qu'est-ce que tu as envie juste de poser sur cette page blanche en faisant abstraction de tout ce que tu penses qu'il faudrait que tu fasses. Mmh. Donc autorise-toi à finalement à pouvoir, oser, exprimer tes désirs, c'est ça? Enfin, en tout cas, les conscientiser? Bah, non, autorise-toi à poser des choses qui te semblent pas autorisées. Voilà. Ouais, Ah, d'accord, excellent. Ouais, OK. Qui est au contraire de ce que des conditionnements finalement, donc de te dire: «OK, c'est ça». c'est, Lâche les conditionnements. Mmh. c'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent avec les enfants, c'est que en fait, entre leurs rêves et ce qui est réalisable, il y a un âge où ils commencent à te dire: «Ah oui, mais ça, c'est pas possible». Et ben, allez, va chercher le truc fou, quoi, le truc qui te fait triper, le truc qui te fait rêver et va le poser sur le petit bout de papier parce que en fait, ça va créer à l'intérieur de toi, quand tu penses à ce truc-là, ça ouvre ta cage thoracique, tu sais, c'est comme si, tu avais le costume, enfin le masque que tu portes et le costume que tu portes qui se déchire parce que Superman, à un moment C'est donné, ça, oui, c'est ça. là, Clark Kent. et en fait, voilà ça, c'est ça qui t'envole, en fait. Mmh. OK. Donc autorise-toi, attends, c'est comment la formulation? J'ai bien aimé. C'est: «Autorise-toi finalement à exprimer ce qui n'est pas autorisé». Ouais, globalement, ce qui C'est n'est pas ça? autorisé, ouais, mmh. Génial. OK. Beh, écoute, merci beaucoup Aline pour cet échange que j'ai trouvé, très riche et intéressant. Je pense que nos auditeurs, auront, de belles, pépites, pour nourrir leurs réflexions, pour ouvrir leur champ des possibles, pour semer des graines, de ce qu'ils peuvent s'autoriser ou pas, finalement. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens très fort de notre échange, c'est vraiment s'autoriser à être, plutôt que d'être dans l'illusion de «il faut, je dois» et avoir finalement et faire dans tous les cas. Dans tous les cas, on fait pour être ou pour avoir. Donc merci en tout cas pour cet échange que j'ai trouvé, intéressant, passionnant, passionné aussi. Donc je te dis du coup à très, très bientôt puisqu'on va sûrement encore se croiser ici ou ailleurs et je te souhaite une excellente journée, Aline. Et ben écoute, merci beaucoup pour, ce partage qui est surprenant pour moi parce que pas du tout préparé comment dire? Très enrichissant pour moi aussi. Génial. Merci, à bientôt. À bientôt.